C'est l'un des outils les plus tranchants jamais créés. Elle permet de raser et d'éliminer les poils tout en protégeant la peau des coupures profondes et potentiellement dangereuses. Mais pour qu'un simple morceau d'acier devienne aussi tranchant, il doit d'abord survivre à un long processus alternant chaleur extrême et froid glacial, seul moyen de le durcir et de garantir sa durabilité. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment une lame de rasoir est réellement fabriquée? Et comment un simple ruban d'acier devient l'un des objets les plus tranchants de notre quotidien? Ce que vous êtes sur le point de découvrir est un voyage fascinant à travers l'un des processus de fabrication les plus précis de l'industrie. Dans cette vidéo, nous vous emmenons à l'intérieur des usines pour comprendre exactement comment chaque étape transforme une simple bobine d'acier en des millions de lames tranchantes. Restez bien jusqu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais votre rasoir de la même façon. L'humanité a commencé à se raser il y a des milliers d'années, utilisant pierres taillées et autres instruments rudimentaires comme outils de coupe. Depuis l'Antiquité, ces outils font partie des soins personnels et de l'hygiène masculine. Dans l'Égypte antique, il existait déjà des rasoirs fabriqués en divers matériaux comme le bronze, les prêtres se rasant notamment le corps dans le cadre de leurs rituels religieux. Des outils de rasage se sont également développés en Grèce et à Rome. Tandis que les Grecs associaient la barbe à la masculinité et à la sagesse selon les époques, les Romains adoptèrent progressivement le visage rasé comme symbole de beauté et de soins personnels. En situation de combat, un visage sans poils offrait d'ailleurs un avantage pratique, empêchant un ennemi de saisir son adversaire par la barbe. Progressivement, les outils évoluèrent, menant à la création de rasoirs toujours plus fins et tranchants. Le bronze céda sa place au fer, puis à l'acier. Mais ces rasoirs devaient encore être constamment aiguisés, et un mouvement mal maîtrisé pouvait facilement provoquer une coupure. Au cours du 19e siècle, les rasoirs en acier se popularisèrent et les salons de coiffure devinrent des espaces dédiés aux soins masculins. Plus tard émergea une idée révolutionnaire, un appareil doté d'un manche réutilisable et d'une lame fine à double tranchant, remplaçable. C'est King Camp Gillette qui transforma cette idée en produit commercial. À partir de 1895, il développa une lame fine, bon marché et jetable, éliminant le besoin d'aiguiser constamment le rasoir. La production commerciale débuta en 1903, brevetée l'année suivante. L'idée gagna rapidement en popularité. Plutôt que d'aiguiser sans cesse la même lame, les hommes pouvaient simplement la remplacer une fois émoussée. Pour produire ces petites lames par millions, un processus de fabrication parmi les plus précis de l'industrie était nécessaire. Tout commence avec une grande bobine d'acier inoxydable formée d'une longue bande de métal extrêmement fine, à peine 1/10 de millimètre d'épaisseur. Le processus débute avec une machine d'estampage, où la bande d'acier est introduite pour être découpée selon la forme basique des lames. Le résultat de cette étape s'appelle les préformes. À ce stade, l'acier inoxydable reste relativement mou et flexible, facilement déformable comme du papier. C'est pourquoi il est soumis à un traitement thermique en 4 étapes qui augmente sa dureté et sa résistance. La première étape du traitement thermique consiste à chauffer les préformes à une température de 1100 degrés Celsius pendant environ 30 secondes. La deuxième étape est la trempe. Les préformes passent rapidement par un refroidissement à l'eau, puis les lames sont amenées dans une chambre de refroidissement à environ 50 degrés en dessous de zéro pendant 20 secondes. Cette étape réorganise la structure moléculaire de l'acier et augmente sa dureté, bien qu'elle puisse également le rendre cassant. C'est pourquoi l'étape suivante est le revenu, durant lequel les préformes sont de nouveau chauffées pendant environ 20 secondes. Ce processus réduit une partie de la fragilité acquise durant le durcissement et offre un équilibre entre dureté, résistance et ténacité. Le processus de fabrication se poursuit en acheminant les préformes désormais durcies vers l'imprimante, où le logo ou l'identification de la marque fabricante est estampé. L'encre humide est ensuite séchée par des flammes de gaz, garantissant un séchage immédiat. Commence alors une autre phase, avec l'aide des machines de meulage, responsables de transformer définitivement les préformes en lames. Toutes passent par une séquence d'opérations abrasives qui travaillent progressivement le métal, formant la géométrie du fil et créant 2 bords de coupe extrêmement tranchants. Les lames sont ensuite amenées vers une machine de polissage qui retire les bavures, pouvant subsister après le meulage. Les lames, encore connectées entre elles jusqu'à ce moment, sont ensuite séparées individuellement dans cette machine de découpe. Le processus se déroule à grande vitesse. Ces machines peuvent découper 800 lames par minute, transformant chaque heure la longue bande métallique en environ 48 000 lames individuelles. Le contrôle qualité commence avant même cette étape de la ligne de production. L'équipe du laboratoire collecte des échantillons et vérifie divers aspects des lames, incluant les caractéristiques du meulage et la précision de la géométrie du fil, ainsi que les angles des bords de coupe pour garantir leur conformité aux spécifications. Après la découpe,
Les lames regroupées en lots de jusqu'à 800 unités sont positionnées sous une lumière blanche, particulièrement au niveau des bords de coupe. Cet éclairage rend les petites irrégularités et imperfections beaucoup plus visibles, permettant d'identifier rapidement toute lame ne respectant pas les standards. Les unités défectueuses sont alors retirées, tandis que seules les lames approuvées poursuivent vers les étapes suivantes de fabrication. Les lames sont regroupées et lavées avec un solvant pour éliminer d'éventuels contaminants. Une fois propres et sèches, elles entrent dans une chambre à vide où elles reçoivent un revêtement chromé. Cette fine couche métallique aide à protéger le fil et augmente sa résistance à l'usure. Des buses de pulvérisation appliquent ensuite une fine couche d'un fluoropolymère, connu pour son faible coefficient de friction. Ce revêtement permet à la lame de glisser plus doucement sur la peau, offrant un rasage plus confortable. Pour que ce revêtement adhère correctement à la surface des lames, elles sont chauffées à 350 degrés Celsius pendant 20 minutes. Après cette période, une nouvelle étape de contrôle qualité est réalisée. Des techniciens collectent de nouveaux échantillons, cette fois pour vérifier que les lames respectent les exigences de résistance. Une machine mesure la force de coupe des lames en les faisant traverser un feutre de laine humide jusqu'à une profondeur déterminée, permettant d'évaluer la performance du fil de coupe. Les lames sont ensuite immergées dans de l'huile organique pendant environ 30 minutes, ajoutant une couche supplémentaire de protection contre la corrosion et prolongeant leur durée de vie durant le stockage. Commence alors l'étape d'emballage. Chaque lame est enveloppée individuellement dans du papier ciré, qui aide également à la protéger contre la corrosion durant le stockage. Le papier est suffisamment résistant pour empêcher le fil de la lame de le couper ou de le transpercer. Cette étape est réalisée par des machines automatiques d'emballage individuelles, capables d'envelopper entre 50 et 60 lames par minute, soit jusqu'à 3600 lames par heure. Une fois l'emballage terminé, les lames de rasoir sont distribuées vers différents points de vente, où elles atteignent finalement les consommateurs. Un homme qui se rase machinalement chaque matin ne pense probablement jamais aux dizaines d'étapes industrielles nécessaires pour produire cette simple lame qui glisse sur sa peau en quelques secondes. Et pourtant, cette lame a traversé le feu à 1100 degrés, la glace à moins 50 degrés, des dizaines d'opérations de meulage millimétrées, une inspection sous lumière blanche capable de détecter la moindre imperfection, et un revêtement chimique conçu pour glisser en douceur sur la peau humaine. Ce geste banal, du matin, répété sans y penser par des millions de personnes chaque jour, repose en réalité sur l'un des processus de fabrication les plus précis de toute l'industrie manufacturière. Et maintenant que vous connaissez tout le processus, quel autre objet de votre quotidien aimeriez-vous décortiquer de cette façon dans une prochaine vidéo? Donnez-moi vos idées en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Nous utilisons certains objets chaque jour sans jamais nous demander comment ils sont fabriqués. Après les lames de rasoir, intéressons-nous à un autre incontournable de notre quotidien, le stylo Bic. C'est le stylo à billes le plus fabriqué, vendu et utilisé de l'histoire. Chaque minute, plus de 3500 stylos Bic sont achetés dans le monde. Depuis son lancement en 1950, il a vendu des milliards d'unités et est devenu une icône mondiale de l'écriture. Ils sont si populaires que chaque jour, les usines doivent produire et distribuer des millions d'unités, qui sont fabriquées et assemblées individuellement dans un processus qui semble simple, mais qui est une incroyable œuvre d'ingénierie. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment le stylo à billes a été inventé et comment ils sont fabriqués? Comment une simple bille de métal peut-elle écrire sur 2 km sans défaillance? Et quel est le processus qui permet de produire 2,5 millions de stylos par jour dans une seule usine? Ce que vous êtes sur le point de découvrir est un voyage fascinant à travers l'histoire et la technologie. Dans cette vidéo, nous verrons cet incroyable processus de fabrication, depuis les matières premières utilisées jusqu'à l'assemblage final, ainsi que l'histoire et les curiosités de ce produit qui a révolutionné l'industrie de l'écriture. Des premières expérimentations d'un journaliste hongrois jusqu'aux lignes de production ultra-modernes, chaque étape révèle une ingénierie de précision au service de la simplicité. Préparez-vous à découvrir les secrets du stylo le plus célèbre au monde. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre va changer votre vision du quotidien. Le stylo à billes est apparu comme une solution au problème des stylos plumes qui fuyaient fréquemment et exigeaient des recharges constantes. L'invention est créditée au journaliste hongrois László Bíró, qui dans les années 1930 aperçut que l'encre utilisée dans les journaux séchait rapidement et ne tachait pas le papier. Il a alors idéalisé un stylo avec une sphère à la pointe qui régulait le flux de l'encre visqueuse. Avec son frère, qui était chimiste, Bíró a perfectionné le projet et breveté l'invention en 1938. À cause de la Seconde Guerre mondiale, ils ont fui vers l'Argentine, où ils ont enregistré un nouveau brevet en 1943 et ont commencé la production à grande échelle.
La croissance est venue lorsque la Royal Air Force britannique a adopté le stylo, car son design permettait l'écriture à de grandes altitudes sans fuite, contrairement au stylo plume. Mais le coût de production rendait le produit très cher pour l'époque, avec le modèle le moins cher arrivant à coûter 48$, ce qui équivaut à plus de 840$ de nos jours. Mais à ce stade, son invention avait déjà attiré l'attention de plusieurs entreprises. L'un des intéressés fut l'entrepreneur français Marcel Bicq, qui a vu le potentiel du stylo pour le marché global. Dans les années 1940, Marcel Bicq a acquis les droits du brevet du stylo à billes du journaliste hongrois. Bicq a amélioré le design original du stylo, le rendant plus efficace et moins cher à fabriquer. Il a investi dans la production à grande échelle pour garantir que le stylo ait un coût très accessible aux consommateurs, réduisant sa valeur d'achat à seulement 2$. En 1950, Marcel Bicq a lancé le fameux Bic Cristal, qui a révolutionné le marché. Son format hexagonal transparent, qui permettait de voir le niveau d'encre et sa fiabilité, en ont fait un succès immédiat. L'entreprise Bic a investi dans la publicité et la distribution mondiale, garantissant que son stylo arrive à des millions de personnes. Le nom Bic vient du nom de famille de Marcel Bicq, qui a retiré le H pour faciliter la prononciation internationale. Le secret pour produire un stylo à billes parfait se trouve dans la petite bille de métal qui est à sa pointe. La fonction de cette sphère, qui possède moins d'1 mm d'épaisseur, est de contrôler le flux de sortie de l'encre. Lorsque pressée sur une surface, la petite bille tourne et transfère la quantité précise d'encre vers le papier. Dans les industries Bic, la fabrication des stylos commence justement avec la production de ces sphères, qui sont faites de carbure de tungstène, un matériau extrêmement dur et résistant à l'usure, avec une dureté comparable à celle du diamant. Le carbure de tungstène est moulé en petites sphères avec un diamètre extrêmement précis, entre 0,7 et 1,6 mm, selon le modèle du stylo. Les sphères sont polies jusqu'à atteindre un niveau de précision de 0,1 micromètre, ce qui signifie qu'elles sont pratiquement parfaites, en termes de forme et de douceur. Chaque lot de sphères passe par des tests de mesure, où des capteurs laser vérifient si elles ont exactement le diamètre correct. Si plus d'une sphère est hors des normes, tout le lot est jeté. Certains échantillons sont testés pour garantir qu'ils roulent doucement et distribuent l'encre de manière uniforme. Les sphères sont attachées à la pointe du stylo, qui est faite de laiton ou d'acier inoxydable. Ce matériau arrive aux usines sous forme de fils, qui sont coupés en petits morceaux, qui serviront de base pour la pointe. Les morceaux de métal sont chauffés et pressés dans des moules pour assumer le format conique de la pointe du stylo, et un trou presque microscopique est fait dans chaque pièce où la sphère sera ajustée. Le corps du stylo est fait de plastique polystyrène, un matériau léger, transparent et résistant, qui maintient la forme cylindrique et ne se déforme pas avec le temps. Il arrive à l'usine sous forme de petits granulés, connus comme pellets. Les granulés de polystyrène sont alimentés dans une machine d'injection qui chauffe et fait fondre le plastique. Le plastique fondu est ensuite injecté sous haute pression dans un moule métallique au format exact du tube du stylo. Ce moule a des canaux internes qui garantissent que le plastique coule uniformément. Après l'injection, le moule est refroidi rapidement avec un système d'eau glacée circulante. Les capuchons des stylos sont produits en polypropylène avec ajout de pigments colorés. Comme le corps du stylo, la fabrication des capuchons se produit également dans des machines d'injection plastique. Pour être léger et résistant, mais flexible, le polypropylène évite les fissures en ouvrant et fermant répétitivement le capuchon du stylo. Ces capuchons sont faits avec un trou dans la partie supérieure pour permettre le passage d'air au cas où quelqu'un l'avale par accident, évitant une possible asphyxie. Le réservoir d'encre du stylo Bic Cristal est un tube fin et flexible fait de polyéthylène de basse densité qui stocke l'encre et libère la quantité exacte pour la sphère à la pointe du stylo. L'encre utilisée dans les stylos Bic Cristal est conçue pour sécher rapidement sur le papier sans boucher la sphère métallique. Elle est composée de solvants, résines, additifs et colorants ou pigments qui définiront la couleur de l'écriture, comme bleu, rouge, noir ou vert. Les composants sont combinés dans des réservoirs spéciaux pour créer une solution homogène. L'encre passe par des filtres très fins pour retirer les impuretés. Après être prête, l'encre passe par des tests de qualité, où sont vérifiés la viscosité et le temps de séchage. Après les tests, l'encre est stockée dans des réservoirs, prêts pour le remplissage des tubes. Il y a encore un autre composant plastique qui compose l'embout du stylo. Il est appelé support de la pointe et est fait d'acétal, un plastique avec haute précision dimensionnelle et résistance mécanique. Après la fabrication du tube et de l'encre, arrive le moment de remplir le réservoir du stylo. Des becs doseurs injectent la quantité exacte d'encre dans chaque tube.
Les tubes vides sont positionnés sur des tapis roulants automatisés où ils recevront l'encre et les pointes qui ont été préalablement assemblées avec le support et la sphère déjà ajustés. Un échantillon aléatoire est envoyé vers des machines automatisées qui simulent l'écriture manuelle. L'objectif est de garantir que chaque stylo écrive pendant au moins 2 km selon la norme BIC. Les feuilles de test sont vérifiées pour garantir que l'encre sèche rapidement et ne bave pas en passant la main. Les lots approuvés sont emmenés vers la zone d'assemblage finale, où toutes les pièces seront ajustées et le stylo sera pratiquement prêt pour usage. Chaque stylo est composé de 8 éléments entièrement conçus sur place et exige plus de 10 jours de travail pour être produit. Le tube avec l'encre et pointe métallique avec la sphère déjà assemblée est fixé à l'intérieur du corps de polystyrène et le capuchon et le bouchon arrière de polypropylène sont pressés pour sceller l'ensemble. Et c'est ainsi que dans une seule usine sont produits 2,5 millions de stylos BIC tous les jours. Du laboratoire d'un journaliste hongrois jusqu'aux lignes de production ultramodernes, le stylo BIC a parcouru un long chemin. Ce qui a commencé comme une solution au problème des stylos-plumes est devenu l'un des objets les plus fabriqués et utilisés de l'histoire. Chaque stylo représente une combinaison parfaite de design simple et d'ingénierie de précision. De la bille de carbure de tungstène poli à 0,1 micromètre jusqu'à l'encre formulée pour écrire 2 km, chaque détail témoigne d'une quête constante de perfection. Et maintenant, une dernière question. La prochaine fois que vous écrirez avec un stylo, penserez-vous à tout ce processus? Parce qu'au final, chaque trait cache des années d'ingénierie. Laissez votre réponse en commentaire et dites-moi également ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça m'aide énormément. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.